Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match de demain entre l'Inter et le Barça. Mais avant, je vous parlerai de ma journée d'hier quand même, parce qu'elle a été phénoménale. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je suis de retour les amis, je suis bien vivant après cette journée folle hier. Vous savez bien que j'habite en Espagne et si vous avez suivi un petit peu les informations qui sont arrivées, vous avez bien vu qu'il n'y avait absolument plus d'électricité dans le pays. Donc hier, j'étais en train de préparer gentiment une vidéo qui ne sortira jamais. J'étais en train de préparer une analyse spéciale sur l'Inter. Là, j'aurais pas le temps de la faire. En fait, hier, j'avais le temps. Aujourd'hui, je n'en ai pas, malheureusement. Donc, je voulais faire une analyse tactique un peu de l'Inter. Je commence à travailler, tout ça, je m'installe sur mon bureau d'un coup, bam, coupure de courant, je me dis bon vas-y, il y a peut-être une coupure, 10, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, peut-être je vais aller balader, prendre un petit peu le soleil. J'arrive dehors, je me pose sur un banc et là il y a un mec un peu bizarre qui vient me voir et qui commence à me parler, ah c'est para mi corazón. Alors je sais pas ce qu'il me dit, concrètement je suis là, attends frérot, je ne comprends pas ce que tu me dis, parle-moi vite. S'il te plaît. Et là, il me dit, c'est un blackout total dans tout le pays. Et là, je me suis vu un peu dans un film, vous savez, attaque zombie et tout. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et puis, effectivement, je suis retourné chez moi et sur le passage, je voyais tous les magasins et tout dans le noir, tout éteint. Et là, je me suis dit, waouh, ah ben, ça va être une journée très longue. Et effectivement, ce fut une journée très longue, sans réseau, sans électricité, sans batterie de portable. J'avais 30% de batterie quand ça a coupé. Voilà, donc c'est fait une journée très longue. Et puis voilà, tout est revenu vers autour de 9h du soir. Et puis j'étais KO de ma journée parce que je suis allé balader dans Barcelone, j'ai marché toute la journée. Voilà ma vie. En attendant, on va être de... J'ai pris ce magnifique t-shirt. Je sais pas si on le voit bien là. Pour fêter la 32e Coupe d'Espagne, classique, hein, je l'ai pris au magasin, si jamais vous me demandez à chaque fois, il y en a qui me demandent les rêves, des trucs et tout, mais tout ce que je prends c'est au magasin ou c'est sûrement en boutique, sur internet aussi, en ligne, voilà. Donc le Barça, ça y est les amis, c'est la Ligue des Champions qui arrive. Passons, on a gagné la Coupe d'Espagne, Classico, tout ce qui s'est passé, tout ça, toute cette soirée assez folle, assez lunaire. On en a suffisamment parlé je pense, on va passer à autre chose. Viendra le temps aussi où il faudra reparler d'un Classico qui arrivera dans quelques jours, dans une dizaine de jours. Là on va parler de ce qui nous importe, c'est-à-dire la Ligue des Champions et le match aller, demi-finale contre l'Inter des Milan. Donc c'est un gros match, l'Inter on peut les voir comme un peu l'opposé un petit peu du Barça dans le sens où c'est une équipe, on pourrait croire, mais attention on va regarder un petit peu plus en détail après, mais on pourrait croire que c'est une équipe très défensive, bon ça l'est, hein. C'est une équipe assez défensive et qui joue principalement en contre-attaque. Donc on pourrait dire que c'est un peu l'inverse du Barça, mais quand on regarde un petit peu de plus près les stats, qu'on va regarder après, le Barça fait plus de contre-attaque que l'Inter de Milan. Donc mais on en avait déjà parlé, le Barça s'ils ont changé quelque chose cette saison, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais tactiquement il y a surtout une équipe qui joue beaucoup plus les contre-attaques. Voyons donc déjà un petit peu le profil des deux équipes, on va regarder ça. Voici les radars des deux équipes. Alors, bon déjà il faut préciser que ces radars, ces statistiques-là sont pris en championnat. Donc les championnats, c'est quand même assez différent, c'est des équipes différentes qui s'affrontent. L'Inter va affronter des équipes italiennes, donc des équipes qu'on pourrait dire peut-être un peu plus défensives, disons avec une philosophie différente que les équipes espagnoles, même si en Espagne, on l'a bien vu, il y a des équipes quand même qui posent pas mal le bus, comme l'Atlético, comme Getafe ou comme même le Real Madrid. Non, je plaisante, ça va aller. On est taquin. Donc les bleus, c'est le Barça, et les rouges, on va dire, c'est l'Inter de Milan. Donc en termes de buts, on voit que l'Inter marque un peu moins de buts, est un peu moins bon dans le pressing, fait moins d'attaques, donc se crée moins d'occasions, a moins la balle, fait moins de contres, défend moins bien et est légèrement moins physique. Donc s'il y a 2 points où il se rapproche un petit peu, c'est le physique, donc tout ce qui est duel aérien, duel au sol, duel gagné, tout ça, et le nombre de buts. On est assez proche, même si le Barça marque quand même un petit peu plus de buts. Là où il y a une grosse différence, on va dire l'écart le plus conséquent, c'est dans le pressing et dans les contre-attaques. C'est quand même assez étonnant parce que quand on regarde jouer l'Inter, on voit, on l'a vu contre le Bayern, pour ceux qui ont un petit peu regardé le Bayern, ce qui est assez intéressant à voir aussi dans ce Inter-Bayern, c'est que le Bayern est une des équipes qui ressemble le plus au Barça, mais ça on va le voir après aussi. Donc en termes de contre-attaque, on a vu une Inter qui n'hésitait pas
à vraiment défendre, à poser un bus monumental. On avait quand même quasiment toute l'équipe, les 5 défenseurs, parce que c'est un 3-5-2 qui se transforme en 5-3-2 ou je ne sais quoi, mais ça ou 5-4-1 même peut-être, mais il y a 2 lignes en fait dans leur propre surface. En fait, contre le Bayern, c'était ça. On avait les milieux de terrain qui étaient à l'entrée de la surface et les 5 défenseurs qui étaient donc devant les cages, quoi. Donc vraiment, on avait un gigabus de l'Inter et une équipe qui se déployait en contre-attaque très rapidement en une touche de balle, tout ça. Donc on peut dire que leur force à l'Inter, c'est la défense et les contre-attaques. Ce qui est drôle parce que quand on regarde, donc, on voit que le Barça quand même est disons au-dessus en termes de stats. Après, ça veut pas dire que c'est leur façon de jouer non plus. Internazionale. Pardon, excusez-moi. Donc là, on voit, j'ai rentré un petit peu les statistiques, on voit les buts par 90 minutes et les XG par 90 minutes. Donc ici, on a les XG par 90 minutes, je vais arriver à prononcer, et les buts. Donc plus vous êtes à droite, plus vous mettez les buts, plus vous êtes en haut, plus vous créez des occasions. On voit une belle ligne verte là qui indique à peu près la moyenne. Et quand on regarde par là, on a le Barça, très proche du PSG. Donc le PSG et le Barça sont 2 équipes qui sont très très proches cette saison. On en avait déjà un petit peu parlé, mais bon voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Bayern. Donc en termes d'occasion de but, on a quasiment la même chose entre le PSG et le Barça, qui se crée autant d'occasions et qui marque quasiment le même nombre de buts. Et le Bayern qui marque plus de buts, mais qui se crée un petit peu moins d'occasions que les 2 autres. Et quand on compare l'Inter avec le Barça, donc on voit le Barça qui est au-dessus, mais comme je l'ai dit, on a le Bayern qui est très proche ici et pourtant qui se sont fait éliminer par l'Inter de Milan. On va changer un petit peu les statistiques et on va voir par exemple les buts encaissés et on peut changer là, on peut mettre les contre-attaques. Internazionale. Donc là on a l'Inter, ici on doit avoir, ils sont où le Barça ? Ok, donc là on a l'Inter ici qui se place dans une moyenne correcte. En termes de contre-attaque, vous voyez, c'est assez élevé. Il y a un groupe des types qui jouent quand même pas mal les contre-attaques. Nantes, oui. Borussia Dortmund, bon, c'est vraiment les 5 grands championnats, donc c'est un peu tout mélangé. Évidemment, on a le Real Madrid qui agit plus en contre-attaque que l'Inter de Milan. Les buts encaissés, évidemment, plus vous êtes là, plus vous encaissez de buts. Valladolid, qui est la pire équipe qui encaisse le plus de buts dans tous les championnats, ça tombe bien, on les affronte entre les 2 matchs de l'Inter. Et puis on a Montpellier, bref, voilà, un petit coucou à Saint-Etienne aussi. Et donc là, tout en haut, on a le Barça. Donc le Barça qui est l'équipe qui joue le plus en contre-attaque avec Nottingham Forest dans les 5 grands championnats. Donc ça c'est vraiment une statistique assez étonnante évidemment parce que le Barça n'est pas du style à jouer normalement en contre-attaque et pourtant il se retrouve là. Ça ne veut pas dire qu'ils jouent que en contre-attaque, mais ça veut dire qu'ils utilisent quand même beaucoup cette option-là. Alors que l'Inter est un petit peu en dessous. Voilà. En termes de buts encaissés, voilà, l'Inter est un peu plus sur la droite que le Barça, mais c'est assez équivalent. On a dit ils sont assez proches. Et juste en dessous là, on a quand même le PSG. Donc le PSG qui joue beaucoup moins en contre-attaque que le Barça, par exemple. On sait que Luis Enrique il est beaucoup plus dans le contrôle des matchs que dans vraiment les contre-attaques, tout ça. Pourtant, il a des joueurs qui pourraient jouer en contre-attaque, hein, mais il y a vraiment un bloc très très haut du PSG et une équipe qui joue très peu les contre-attaques. On va changer un petit peu la statistique et on va mettre les touches dans la surface. Donc là, plus vous mettez le ballon dans la surface, plus vous avez de chances d'être dangereux, on va dire, sur les équipes adverses. Et ce qu'on voit ici, on a des équipes qui sont, le PSG, l'équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse, par 90 minutes évidemment. On a Manchester City aussi qui est bien placé, Arsenal, Bayern, Liverpool, Barça et en dessous l'Inter. Donc sur les 4 derniers qui restent en Ligue des Champions, l'équipe qui touche le moins de ballons dans la surface et donc qui peut-être se procure moins d'occasions, on va dire, qui a moins de chances de se créer des occasions vraiment dangereuses, c'est l'Inter. Et pourtant, on va changer un petit peu, on va repartir là-dessus et on va voir sur les équipes qui se créent des occasions. Donc les touches dans la surface plus les XG par 90 minutes. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que Arsenal par exemple touche plus de ballons dans la surface, mais a moins de chances de marquer que l'Inter par exemple. Ce qui veut dire que l'Inter peut-être, en tout cas Arsenal frappe moins, l'Inter frappe peut-être plus, même s'il touche moins de ballons dans la surface, tu vois, il se crée quand même pas mal d'occasions, un peu plus qu'Arsenal disons. Après, il y a quand même Liverpool qui est toujours là, le Bayern, le Barça, le PSG. Donc oui, dans les stats, dans les équipes qui sont, on va dire, offensives, tout ça, quand on regarde seulement les stats, on voit que les 2 équipes les plus faibles des 4 derniers, c'est l'Inter et Arsenal. Et pourtant, la Ligue des Champions, c'est pas toujours l'équipe la plus forte ou la plus belle à avoir joué, on va dire,
t'y passes. Même si c'est pas forcément une question de beauté, je veux dire, l'Inter, à leur manière de jouer, ça va. C'est une certaine manière de jouer, voilà, faut aimer, mais disons que c'est pas non plus Getafe, quoi. Faut pas non plus comparer ce genre d'équipe. Autre donnée assez intéressante, on va voir ça, ici je vous le fais en capture d'écran aussi, hein, enfin en vidéo quoi. On va regarder un peu les performances, les données de performance, donc surtout le temps de jeu. C'est un peu ce qui nous inquiète, évidemment, on sait que le Barça enchaîne beaucoup de matchs, beaucoup de minutes. À chaque fois, on a tendance à dire, on entend des discours d'autres supporters qui disent par exemple, je vois pas ce qu'il y a, je vois pas le problème, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde joue le même temps, on va dire, les mêmes minutes, les mêmes nombres de matchs, tout ça. Et quand on regarde un petit peu de plus près, donc le temps de jeu, on voit que déjà Koundé, c'est monumental en termes de temps de jeu, on est à 4000, presque 4400 minutes. Pedri derrière 4100 minutes, Rafinha 4000. Voilà, donc on a déjà 3 joueurs qui dépassent les 4000. On a Lamine Yamal qui est juste derrière, quasiment à 4000. Ensuite, Pau Cubarsí, donc 3007. Lewandowski qui ne sera pas là. Inigo, voilà. Donc on a déjà Lewandowski et Baldé. Baldé, il y a un doute, on en parlera peut-être après si j'y pense, mais Baldé, je vais le dire maintenant, mais voilà, vous avez dû voir l'info. Baldé, il y a des chances pour qu'il participe au match, mais on verra le jour même, on verra demain, rien n'est sûr. Donc déjà là, voilà, côté Barça, il y a 3 joueurs qui dépassent les 4000 minutes de temps de jouer, il y a quasiment Lamine Yamal qui est quasiment à 4000 aussi juste derrière, et quand on regarde l'Inter, ici, on voit que, bon, en joueur de champ, parce que le gardien, il a des minutes, mais voilà, en joueur de champ, on a Thuram qui sera probablement pas disponible pour le match, mais on a 1, 2, 3, 4 joueurs de champ qui dépassent les 3000. Même pas les 4000, les 3000. Le maximum pour un joueur de champ, c'est 3005. Donc on est quasiment, je dirais pas à 1000 minutes de différence, mais on est pas loin. On est à 900 minutes d'écart entre Koundé et Lautaro Martinez déjà. 900 minutes, c'est énorme. C'est 10 matchs, quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme quand on voit Bastoni qui est le meilleur défenseur de l'Inter, qui est très très fort. Il a 1000 minutes de moins que Koundé, quoi. Ce qui est monstrueux, quoi. C'est violent. C'est immense, quoi, en termes de temps de jeu. Donc voilà, on a vu un peu les infos, le temps de jeu, les statistiques, un petit peu les données des équipes. Maintenant, on va parler un petit peu de la forme. Parce qu'il n'y a pas que les stats non plus, il y a aussi le terrain, on va dire, qui parle. Il y a il y a le temps de jeu, tout ça, mais il y a aussi les absents, des absents de marque pour ce match. On parle de Lewandowski, donc côté Barça et Baldé. À voir si Baldé il aura du temps de jeu ou pas. Est-ce qu'il sera vraiment à 100% pour jouer le match? Je ne sais pas. C'est un peu risqué peut-être de partir titulaire avec Baldé. Ce serait un peu risqué. Et bien sûr, bon, il y a Casado aussi qui reste un joueur important de l'équipe, qui est aussi absent. Mais bon, ça fait, on le savait déjà depuis un moment. Côté Inter. Ils ont perdu Pavard le week-end dernier et ils ont perdu Marcus Thuram aussi en attaque. Marcus Thuram qui en Ligue des Champions a joué 11 matchs, 8 en tant que titulaire et marqué quand même 3 buts. Donc ce n'est pas rien, c'est un absent de marque. 3 buts, c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. À côté, on a Lautaro quand même qui est bien présent et qui a 11 matchs en Ligue des Champions, 7 en tant que titulaire et surtout 8 buts. Donc là, on a quand même un buteur attitré, on va dire. Un mec qui stat vraiment en Ligue des Champions. J'ai pris pour le coup les stats de Ligue des Champions. Tout à l'heure, j'avais parlé des championnats, mais j'avais pas la donnée Ligue des Champions pour vous montrer, pour comparer les deux équipes. Mais Lautaro, évidemment, est le danger numéro 1 en attaque. On a vu qu'il a porté son équipe contre le Bayern. Voilà, il va avoir la volonté de porter son équipe et de l'emmener jusqu'en finale. C'est une évidence. Après, de l'autre côté, les gars, on a quand même Rafinha aussi, qui a cette volonté d'amener son équipe en finale. On verra qui va gagner entre les deux. Donc quand on regarde les derniers résultats concernant l'Inter de Milan, c'est pas fameux. On va pas se mentir, si j'étais supporter de l'Inter, je serais pas hyper serein non plus. Ça veut pas dire qu'ils sont totalement à la rue, tout ça. Dans le dernier match contre la Roma, ils ont perdu 1-0. Ils avaient beaucoup d'absents, de suspendus. Des joueurs qui sont normalement titulaires et qui vont pouvoir du coup se reposer. Ils avaient Bastoni, Mkhitaryan aussi, qui n'étaient pas là. Les deux étaient suspendus. Après, il y a Dumfries, Thuram qui sont blessés. Zielinski qui était blessé, je crois, mais qui est revenu de blessure. Il a joué quelques minutes aussi dans le match. Mais bon, voilà, ils avaient surtout Bastoni, Mkhitaryan qui n'étaient pas là, qui ont pu souffler eux. On parle de temps de jeu, un peu de repos aussi. Et il y en a certains qui n'avaient pas le choix de se reposer parce qu'ils étaient suspendus. Pour le Barça, c'est différent. On vient de jouer une prolongation. Alors, il y a une chose à savoir aussi, c'est que l'Inter a joué le lendemain, a joué le dimanche, nous on a joué le samedi, mais ça équilibre un peu les choses parce qu'on a quand même joué une prolongation alors que l'Inter, eux, c'était un match de championnat classique. Donc il n'y a pas eu de prolongation même s'il y a eu défaite. Donc quand on regarde les derniers résultats, on voit que l'Inter a perdu leurs 3 derniers matchs.
défaite contre la Roma en Serie A, donc ce qui va peut-être aussi leur faire perdre la tête du championnat. J'ai pas trop regardé le classement. Je crois qu'ils étaient à égalité à un moment donné avec Naples peut-être, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et donc là, ils ont perdu. Donc ça se trouve, ils sont passés derrière. Je ne sais pas. Ils ont perdu contre le Milan AC aussi. Ils sont fait quand même assez dérouiller 3-0 en demi-finale de Coupe d'Italie. Et le match d'avant, ils avaient perdu 1-0 contre Bologne, juste après le match nul contre le Bayern. Sur les 8 derniers matchs, l'Inter, ils ont gagné 2 match contre Cagliari et contre le Bayern, le match aller, ce qui leur a permis de se qualifier. Sinon, c'est 3 nuls et 3 défaites. Donc, en vrai de vrai, la forme actuelle de l'équipe, elle n'est pas phénoménale. Maintenant, c'est la Ligue des Champions, comme je l'ai dit, et tout peut arriver. On l'avait déjà vu la dernière fois qu'on les a affrontés, l'Inter, tout était arrivé. On avait quand même... bon, c'était un moment, hein, on va pas se mentir, où le Barça était pas au mieux. On était quand même sur un petit retour, tout ça, mais on n'était pas... on n'avait pas la confiance d'aujourd'hui, on n'avait pas l'équipe, la forme actuelle de l'équipe. Ça n'avait quand même rien à voir, mais on était quand même sur un petit renouveau. La petite montée, tu vois, on commençait à revenir un petit peu bien, mais pas... On n'avait pas ce qu'il fallait encore pour être aussi confiant et aussi serein en Ligue des Champions, disons. Et bon, c'était des matchs de groupe, hein, mais on se souvient de l'Inter. Moi, je m'en souviens bien parce que ça a mis bien les nerfs à l'époque, pour ceux qui étaient là. On en avait parlé il n'y a pas longtemps en live. Et oui, on se souvient des épisodes un peu bizarres. Vous savez, avec Simeone et Inzaghi qui regardent du coin de l'œil et tout, le Xavi en mode... ou les arbitres, je ne sais pas qui regardait. Mais avec la petite main et tout ça, il y a eu un but, il y avait eu un but annulé pour une main, je sais pas quoi, mais il y avait eu une main de Dumfries, je crois. Bref, il y a eu pas mal de choses un petit peu bizarres dans ce match-là. C'est l'Inter, pour moi, c'est pas mal de mauvais souvenirs quand même. Donc les plus récents là, mauvais souvenirs, et surtout l'Inter de Mourinho, évidemment, qui était quand même une catastrophe. À l'époque, une catastrophe. On parle souvent du Barça qui vole et tout, genre à la remontada, on parle du match de Chelsea, le fameux match retour. Bon, on oublie souvent le match aller, bizarrement, mais vous voyez, on parle souvent de ce genre de match-là, du Barça, ouais, qui a volé. Bon, là, je pense que là où on s'est, à une époque, là où on s'est fait le plus voler, je pense que c'était contre l'Inter, avec un but hors jeu, des buts refusés, des pénaltys, des trucs, enfin, c'était une folie. C'était une folie, c'était franchement un très mauvais souvenir, et je me rappelle du fameux Diego Milito, l'attaquant argentin, je crois, ouais, à l'époque de l'Inter. En plus, l'Inter de Mourinho, vous vous souvenez tous, pour ceux qui ont vu ça à l'époque, on va dire, où il se qualifie au retour au Camp Nou, il rentre sur le terrain, bras levés, genre comme ça, en mode, il faisait trop le gars, Mourinho, parce qu'il y avait eu évidemment des histoires avant Mourinho qui avait été un peu critiqué aussi en Catalogne, parce que il fut un temps, il était adjoint de Van Gaal. Il y a un certain nombre d'années, et donc il avait eu un surnom, c'était un surnom de traducteur, comme quoi il servait que à faire des traductions, mais il servait à rien, tu vois. Et puis voilà, il s'était vengé, tu vois, sur la pelouse du Camp Nou, et il était rentré comme un ouf, doigt en l'air, en mode, tu vois, genre il faisait trop le gars et tout, provocation à mort. Le Barça, ils avaient les jardiniers, ils avaient envoyé l'arrosage automatique pour faire dégager les joueurs et tout, et les j'en rigole à ce moment-là, mais à l'époque, je vous dis que moi, j'avais pas le même âge, mais j'étais fou. Et évidemment, juste après, si je me trompe pas, Mourinho signe au Real Madrid en tant que coach. Et là, on a des histoires. Là, ça part en cacahuète totale. C'était une époque très très tendue. On parle aujourd'hui des tensions entre le Real et le Barça. À l'époque, je pense que c'était quand même, ça avait atteint une certaine tension. Franchement, c'était chaud. Je sais même pas comment l'Espagne ils ont fait pour gagner les coupes du monde, Euro et tout à l'époque, parce que c'était chaud. Bref, vous l'avez compris, ce match-là, c'est des souvenirs, c'est des mauvais souvenirs, c'est tout ça. On va voir comment ça va se passer demain. Je pense qu'on est quand même dans un moment assez positif, et que s'il y a un moment pour éteindre, on va dire, entre guillemets, cette équipe de l'Inter, en tout cas les battre, c'est un peu le moment actuellement, tu vois, c'est le moment pour le faire. Donc on va voir. En attendant, il y a des joueurs, on a parlé des blessés, on a parlé de Baldé, tout ça. Et il y a une interrogation, mais on va en parler juste après sur la composition d'équipe. Il y a une interrogation qu'on peut avoir, c'est en termes de fraîcheur physique, c'est pour Dani Olmo. Dani Olmo qui a subi un gros tacle assassin de Tchouaméni, mais bon, pas de problème. Et on sait que Olmo, il peut pas beaucoup enchaîner, que c'est risqué, tout ça. Et on sait pas. Actuellement, on ne sait pas vraiment si Olmo pourra être titulaire, s'il a la fraîcheur, s'il est à 100%. Est-ce que ça va être Fermin ? Est-ce que ça va être Gavi ?
Il y a aussi Gavi dans la possibilité, qui pourra faire un gros pressing. On sait qu'il y a un gros volume de jeu au milieu de l'Inter avec Barella, tout ça. Donc est-ce qu'on a besoin d'un mec plutôt comme Gavi qui va être dans le contre-pressing, tout ça, dans une agressivité aussi pour aller récupérer des ballons, ou est-ce qu'on a plus besoin d'un Fermin qui va attaquer les espaces, attirer aussi cette défense qui va être probablement très regroupée aussi. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Donc pas de Dani Olmo, c'est un peu la grosse question comme je l'ai dit tout à l'heure. Je préfère le garder en sortie de banc et surtout une sortie de banc plutôt en faux neuf, je dirais. Parce que Ferran, c'est pareil, il a fini le match la dernière fois cramé. Il faut avoir une solution aussi pour le faire souffler. Il n'y a pas Vitor, ok. Il y a Ansu Fati la dernière fois qui a joué et tout ça. Je préférerais Olmo à la limite en faux neuf. Et voilà, Fermin en début de match, il va mettre pas mal d'énergie. On est à domicile déjà. Donc il faut aussi être les protagonistes. Profiter d'être à domicile pour aller chercher la victoire et être plus offensif. Je vous ai parlé tout à l'heure de pourquoi pas mettre Gavi au milieu, tout ça, pour mettre de l'agressivité, pour être bon dans le contre-pressing. Je préfère donner l'avantage, on va dire, à l'offensive, à une équipe un peu plus offensive. Ça veut pas dire que Gavi c'est un joueur défensif, mais Fermin a un profil quand même beaucoup plus offensif que Gavi, je pense. Donc un milieu, Pedri, Fermin, Frenkie, une attaque Lamine, Ferran, Rafinha, et une défense donc avec seulement Hector Fort qui vient remplacer Gérard Martin. Je pense que je préfère partir avec un joueur comme ça. Je suis pas sûr que ça soit lui le titulaire. C'est un peu l'interrogation, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas qui va jouer à ce poste-là, mais je partirai avec Hector Fort. Écoute, c'est comme ça, c'est un choix. Sinon pour le reste, ça ne bouge pas. On a vu la dernière fois Araujo qui a fait une très bonne rentrée. Il peut aussi prétendre à une place de titulaire pour essayer de tenir un mec comme Lautaro. Maintenant, j'ai un peu plus confiance en cette charnière centrale Cubarsí-Inigo que je vais mettre Ronald Araujo tout simplement. Donc pourquoi pas en cours de match mettre Ronald qui va rentrer, mettre de l'impact aussi physique, essayer de calmer les ardeurs de l'attaque de l'Inter si jamais il y a besoin. Koundé qui a fait un gros match aussi, qui a encore beaucoup joué contre... là, il a joué toutes les prolongations et à la fin, à 5 minutes de la fin, il surgit pour récupérer un ballon ultra haut et aller marquer son but. C'est incroyable ce que fait Koundé quand même, incroyable la saison qu'il fait. Mais bon, on en a déjà parlé, mais c'est fou. C'est assez fou, assez sous-coté le Koundé à chaque fois, mais toujours aussi important quand même dans l'équipe. Donc en termes d'animation, on va avoir un Ferran et un Rafinha très axiaux, les deux. Un Lamine qui va plutôt coller la ligne. Un Fermin très haut, avec presque un double pivot, mais plutôt un Pedri assez offensif. Vous le savez, quand il faut sortir les ballons, on a souvent Pedri qui redescend bas comme ça et Frenkie qui vient se placer ici. Mais après, quand on attaque, quand on est un peu plus haut, on a un Pedri qui vient quand même se placer un peu plus haut sur le terrain et un De Jong qui vient se placer un peu dans l'axe et qui reste un petit peu en pivot, quoi. Maintenant, il y a des joueurs qui bougent beaucoup, hein. Des fois, Frenkie, ça lui arrive de se retrouver là à gauche et de monter, et Pedri à sa place. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Vous savez bien que le latéral gauche, il va prendre le couloir. Les deux derrière qui vont rester en couverture, mais assez haut sur le terrain. Et un Koundé qui va être un peu plus haut que la défense centrale, mais peut-être un peu plus bas que Forte, peut-être plus en soutien. Maintenant, on sait que Koundé, il a son rôle aussi à jouer, très important pour libérer Lamine. Je vous ai pas mis des images ici, j'avais préparé un peu, je m'étais dit que j'allais mettre des images dans la vidéo d'hier que j'ai jamais pu faire. Mais ce qu'on avait entre le Bayern et l'Inter, on avait peut-être 3 ou 4 joueurs autour d'Olysée. 3 ou 4 joueurs autour de Olysée contre le Bayern. C'est une dinguerie. Donc autant vous dire que Lamine Yamal, il va être surveillé de très près et s'il faut 3 ou 4 joueurs autour de Lamine, il y aura 3 ou 4 joueurs. Maintenant, il faut que les autres joueurs du Barça en profitent justement des Ferran, des Rafinha, des Fermin, des joueurs qui prennent la profondeur en fait, qui font beaucoup d'appels dans la profondeur. Il faut qu'ils profitent justement que Lamine attire autant de joueurs pour partir dans leur dos. Tout simplement. Il faudra que Koundé aussi soit très présent pour libérer un maximum Lamine Yamal du marquage, qu'il fasse les appels, qu'il attire au moins un joueur sur lui pour que Lamine soit un peu moins marqué. Mais on sait que ça va être chaud. Ça va être chaud pour Lamine, il va être très entouré et je pense que Pedri aussi, il y aura un sacré combat au milieu entre peut-être Barella et Pedri
À voir si Barella marque Pedri, Pedri marque Barella. Mais c'est 2 joueurs qui sont quand même assez sympathiques. Barella, j'aime bien aussi le style du joueur. Voilà pour l'avant-match, voilà pour la compo. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un long avant-match que j'ai tourné là, j'ai essayé de rentrer pas mal dans les détails, de vous parler un peu de tout, peut-être que j'ai oublié des choses. J'ai oublié une chose principalement en début de vidéo, c'est de vous dire que évidemment j'ai complètement loupé le match parce que coupure de courant, pas d'internet, rien. Mais les juvéniles hier ont joué la finale de la Ligue des Champions de la Youth League, Ligue des Champions pour les U19, et ils l'ont remporté. Ils ont gagné, donc on est champion d'Europe chez les juvéniles. Quand je vous dis qu'il y a une grosse génération qui arrive chez les jeunes, je vous ai pas menti. il y a quand même une belle génération, des joueurs comme Quim Juniant, et encore Virgili, il était même pas là, je crois, il est avec la B maintenant, mais il y avait Virgili aussi normalement au début. Andres Cuenca, Crospo aussi en défense, défenseur central, très intéressant. Des Landry Faré, il y a un Diarra aussi. Diarra là, j'ai plus son prénom je crois, mais bon, Diarra qui vient d'arriver là, le Malien, qui a 18 ans à peine je crois, qui vient d'arriver, il est arrivé cet hiver, il s'est déjà intégré dans l'équipe, il a été décisif hier, il a marqué 2 buts si je me trompe pas, et fait peut-être même une passe D. Je crois qu'on a mis que 3 buts. Enfin, mal compris, mais voilà. Donc vraiment une très bonne nouvelle. Je suis dégoûté de ne pas avoir vu le match. Le match était à 18h. Normalement, j'avais prévu de le regarder au moins, d'avoir un œil dessus, tu vois, un petit peu, mais j'ai pas pu voir le match. J'ai vu à minuit et quelques, quand j'ai retrouvé Internet et tout ça, qu'ils étaient champions d'Europe. J'étais très content, mais bon, voilà. Donc à nous maintenant de faire la même chose. Il y a aussi les filles. Le Barça Fémi qui est en finale de Ligue des Champions, qui a déchiré Chelsea, je crois bien, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc voilà. Finale gagnée pour les juvéniles, les filles qui sont en finale, le Barça qui est actuellement, les gars qui sont en demi-finale. Il faut faire le taf les amis, et pourquoi pas faire un triplé on va dire de Ligue des Champions, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça serait quand même beau. Et on prouverait encore une fois de plus que le Barça est plus qu'un club. Je vous dis à demain les amis pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. À demain.